Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 18 mars 2021. Aujourd'hui, je vous parle d'un petit livre que j'ai parcouru rapidement, mais je vous le montre à l'écran. Tenez. Titre assez intriguant, La divination informatique. Cependant, le livre, vu les immenses progrès de l'informatique, c'est évident que ce livre-là, publié en 1993, n'est plus à jour. C'est évident. Alors, ce que nous explique l'auteur, c'est que des logiciels, de plus en plus, des logiciels, des algorithmes de plus en plus sophistiqués font des jonctions, des synthèses avec la Kabbale, le Hiking, l'astrologie, et que l'informatique tenterait de renouer avec les anciennes pratiques divinatoires. Voilà le canevas de base posé. Je vais vous lire un chapitre qui est assez long, mais qui m'intéresse parce qu'il est question de synchronicité et de Carl Gustav Jung. Mais un petit mot avant, un tout petit mot sur l'auteur, Michel C. Del Rey. Alors, en français et en anglais, on trouve pratiquement rien sur le web. Et ça, c'est plutôt étonnant. Peut-être phonographie a des lumières que nous n'avons pas ou de palottes lumière. Et donc, ce Michel C. Del Rey, de ce que j'ai pu trouver en tout cas, c'est un professeur de droit pénal. C'est un victimologue, l'étude des victimes et de leurs pratiques, de leur comportement. Il a écrit, semble-t-il, d'importants essais juridiques et il a écrit, entre autres, Le défi magique, satanisme, sorcellerie, qui traite des crimes commis au nom de Satan. Alors, il distingue trois grandes catégories de criminels satanistes. Le psychopathique, exemple de culpabilité, tout à sa jouissance. Le neurotique, dont la jouissance est dans la répétition. Et le psychotique, carrément malade dans son corps. Mais ce qui m'a intrigué sur ce que j'ai réussi à trouver sur cet auteur, qui semble dépourvu de notes Wikipédia, c'est qu'il aurait été accusé, mais ça j'ai pas très bien compris en tout cas, il aurait été accusé d'avoir kidnappé quelqu'un à titre d'expérience. Il aurait été également accusé d'avoir été membre de la fameuse loge maçonnique, la P2, Propaganda 2, qui avait été au cœur du scandale de la banque Ambrasiono, ouais, et, euh, et dont le grand maître maçonnique aurait été condamné à 12 ans de réclusion. Et cette loge, la P2, avait infiltré tous les paliers importants du gouvernement, l'armée, les services secrets. Et c'est le thème, entre autres, du film Le Parrain 3. Alors, ce Michel C. Del Rey se serait défendu d'avoir appartenu à cet membre-là, c'est qu'il aurait voulu l'infiltrer et recueillir des informations sur son fonctionnement. Mais les informations que j'ai sur lui sont extrêmement parcellaires, disparates, ma connaissance de l'italien étant inexistante. Et en anglais, j'ai pratiquement rien trouvé, et en français non plus. Alors c'est curieux. Et cette collection-là, je vous la remonte à l'écran, c'est publié conjointement par les éditions du Cerf et les éditions Fidesz. Fidesz qui sont basées à Montréal.
Et c'est une collection aussi d'obédience catholique qui fait le point. Je vais vous montrer une pile. Je me suis porté ça à acquéreur hier, je reviens. Je vous montre quelques-uns des titres en vrac, là. On va pas. Et puis d'ailleurs, c'est une des caractéristiques importantes de mes vidéos, c'est que je ne propose jamais de livres à la vente. Alors, il y a mon métier de libraire, je ne fais pas ces vidéos-là pour vous fourguer des livres, hein, on se comprend. Je fais des vidéos pour que nous restions en cercle et que nous continuions à lire. Parce que la, l'emprise du numérique, je sais bien, je suis avec vous là, par le biais du numérique, mais il faut utiliser le numérique avec parcimonie. Bon, je vous ai révélé sans doute dans... Ouais, je vous ai dit ça déjà, que je ne possédais pas de cellulaire et je fais usage de mon ordinateur pour le travail, au travail, et c'est pratiquement tout. Je limite son utilisation. Et il y a plein d'endroits quand je lis les fermer. Par contre, on le sait, c'est extrêmement utile, c'est extrêmement pratique. Et la technologie, elle est extraordinaire par certains aspects. Et on ne peut pas être technophobe. Alors là-dessus, je m'inscris un peu dans la mouvance de Bernard Stiegler qui dit qu'il faut les utiliser, ces outils-là. Alors donc, le réveil de l'islam, je donne des titres là. Le droit canonique, vous voyez, la contre-réforme, les églises parallèles, le vitrail, n'est-ce pas? La divination informatique, bon, celui-là, on le retient. La BD chrétienne, le hiking, tenez, le hiking, on va y jeter un petit coup d'œil. Les gnostiques. Alors, le premier homme, le hiking. Alors, c'est bien fait, là, hein, c'est du sérieux. Divination, divagation, grand livre du yin et du yang, discours de la méthode, de la culture chinoise. Le hiking expose l'harmonie des hexagrammes et leur usage pour la prise de décision. Cyril Javary, né en 1947 après des études de chinois à Taïwan, a créé le centre Zhou-Yi pour l'étude du hiking à la revue Hexagramme, accompagnateur de voyages en Chine continentale. Taïwan qui est l'objet de. Beaucoup présument, beaucoup pensent que la prochaine guerre qui aura lieu entre Américains et Chinois aura Taïwan comme objet de discorde, les Chinois considérant cette île comme appartenant à leur territoire. Et, et même si les Américains sillonnent en mer de Chine avec leurs sous-marins nucléaires, les tensions augmentent entre les deux superpuissances. Une peut-être un peu déclinante et une autre ascendante. Les gnostiques, hein? Alors, et le premier homme. Alors, vous voyez, alors la divination informatique, qu'est-ce que ça pouvait bien être? Alors, je vais faire un résumé, je vais vous donner quelques-uns des chapitres. Je vais vous donner le titre de quelques-uns des chapitres. Le bon joueur d'échecs, voyant incertain, l'astrologie appliquée à l'industrie et à la politique, oui, certaines entreprises ont eu recours à des cartes du ciel pour établir le CV des postulants. Divination traditionnelle ou technologique, le déclin du mythe scientiste, des baguettes du Tao, alors graphique sur le moniteur. Mais l'ouvrage date de 93, on garde ça présent à l'esprit. Alors aujourd'hui, c'est sûr que tout ça a pris une ampleur inimaginable, d'autant plus que la technologie, avec ceci,
et avec bien d'autres usages que l'on connaît, a atteint le statut en elle-même de divination, je dirais. C'est devenu, la technologie est devenue magie. Et et, euh, est devenu hypnose aussi, est devenu transe, est devenu avec le virtuel qui va prendre beaucoup de place. Les, euh, les lunettes en 3D sont appelées un peu partout à Montréal d'ailleurs. Il y a des commerces qui offrent la location de ces appareils permettant de voir la réalité en 3 dimensions. Et Et c'est clair qu'on on se dirige vers ce type de choses-là. On se dirige en fait vers... On va fuir la réalité. Et ce qui est étonnant aussi, toujours pour rester dans la dépense la dépense énergétique du virtuel, c'est que le virtuel, même s'il est virtuel, il pompe, il pompe 20% de toute l'énergie disponible. Alors, et qui est l'énergie disponible, hydroélectricité, nucléaire, eh bien, c'est quand même 20% de tout ce qui... pour faire fonctionner nos ordis, et sans compter que pour fabriquer un ordi, ça prend 600 kilos de métaux, de matières premières pour extraire, pardon, de matières premières pour extraire les matériaux nécessaires à la fabrication d'un ordinateur. Alors, tout cet appareillage-là, pour fonctionner, donc, pompe 20% en tout cas. Et c'est appelé, évidemment, c'est exponentiel. Donc, c'est appelé, avec les satellites aussi, c'est appelé à... C'est appelé... Le virtuel est de plus en plus appelé à gruger euh, de nos vies, de notre, pas juste de notre temps de cerveau disponible, mais de nos corps, de notre entité, est de plus en plus appelé à nous bouffer littéralement tout rond. Et il est appelé également à pomper les ressources naturelles de la planète, ressources naturelles qui, comme on le sait, va en se raréfiant. Alors, et dans tout ça apparaît évidemment la, 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 comme la science, n'est-ce pas, est devenue en fait la guerre, on le rappelle, la science ne pense pas, mais tout est orienté vers la technoscience. Alors on est dans le pratico-pratique, comment résoudre des problèmes concrets à l'aide de la technologie. Alors tout, il n'y a même plus d'autre horizon que la technologie en fait. Alors là, et puis là, ça pose tellement des problèmes. On peut rajouter aussi la, cap la manière dont certaines entreprises s'accaparent des données. Comment nous-mêmes sommes la matière première à ces entreprises-là, euh, qui colligent et qui colligent des informations. On le sait, vous le savez, vous faites une recherche sur Google et vous voulez acheter un aspirateur et dans les secondes qui suivent, sur votre page Facebook, on va vous proposer des aspirateurs. Et et on va et cette magie-là, alors on est sidéré hein, devant la proposition. On le sait, ce sont des algorithmes, ce sont des machines à calculer super puissantes qui font les connexions, mais on n'en demeure pas moins effaré devant ce désir ou cette nécessité d'avoir un nouvel aspirateur et tout à coup, on nous propose un modèle rutilant qui surgit d'un satellite, qui, comme un ange, est déposé sur notre plateforme Facebook. Alors, vous voyez, et ça, la recherche elle est éperdue en ce domaine. Je vais quand même vous lire un passage sur la synchronicité. Quelque chose qui me fascine depuis longtemps.
Et les coïncidences, celles que nous racontons tous avec un grand désir de les communiquer à autrui, pardon, ça commence bien, lorsqu'elles nous arrivent, ne sont-elles pas le signe d'une correspondance secrète entre les choses? Même le Reader Digest, monument du bon sens en feuilleton mensuel, et même du sens commun américain, consacre un long article intitulé Coïncidences, nos mystères quotidiens, à ces correspondances fortuites. Curieusement, ils nous surprennent plus qu'une longue série de sorties du même numéro un soir à la roulette. Car pour ce dernier, au moins, on nous a expliqué quelle est la force des lois de probabilité. Selon certains savants, celles-ci ne peuvent pas tout expliquer. Durant toute sa vie, Carl Gustav Jung recueillit des récits de coïncidences exceptionnelles et des données s'y rapportant. Dans un livre paru en 1952, il en conclut que les coïncidences sont beaucoup plus fréquentes que ce qu'affirme la théorie des probabilités et que par conséquent, dans de nombreux cas, elles doivent être l'œuvre d'une force inconnue qui cherche à imposer un ordre dans l'univers. Jung forgea le terme synchronicité pour décrire la production d'événements apparemment sans relation entre eux, qui se vérifient à l'improviste, en association l'un avec l'autre. Recherchant un nouveau principe pour expliquer les coïncidences, certains physiciens éminents ont émis des hypothèses qui vont au-delà de la théorie des probabilités. Dès 1935, il avait été démontré que deux particules subatomiques qui ont interagi une fois peuvent répondre à des mouvements réciproques postérieurs à des milliers d'années plus tard, à des années-lumière de distance. C'est le paradoxe EPR, ainsi nommé parce qu'Albert Einstein, Boris Podolsky et Nathan Rosen furent les premiers à l'observer. Après avoir étudié ce phénomène pendant plusieurs décennies, le physicien David Bohm avance l'hypothèse selon laquelle les particules peuvent s'influencer tour à tour, et ce parce que dans l'univers, chaque chose serait reliée à tout le reste au sein d'un ordre omnicompréhensif. Les particules ne seraient pas vraiment séparées, mais rattachées par un lien interactif que l'on ne perçoit pas de la façon dont nous appréhendons habituellement la réalité. Serions-nous donc de nouveau devant le mystère, devant des phénomènes que seule la perception extrasensorielle peut saisir? Ici, on a une longue citation tirée du Reader Digest. Naturellement, des théories à la démonstration du fait que les coïncidences n'arrivent pas seulement par hasard, il y a encore beaucoup de marge. Pour le mathématicien, les coïncidences n'ont rien de surnaturel et s'expliquent par les lois des probabilités statistiques. Ces lois permettent de calculer les probabilités d'un certain événement, depuis l'ordre d'arrivée dans une course de chevaux jusqu'à la possibilité que le second et le troisième président des États-Unis, John Adams et Thomas Jefferson, moururent tous deux le même jour et que ce jour était le 4 juillet 1826, 50e anniversaire de la signature de la Déclaration d'indépendance américaine. De l'avis des mathématiciens, étant donné les milliards d'interactions qui arrivent tous les jours entre les 5 milliards d'habitants de la Terre, le plus surprenant serait qu'il n'y eût pas de coïncidence. Par exemple, vous vous trouvez dans une fête avec 22 invités. En parlant avec l'un d'entre eux, vous découvrirez que votre anniversaire tombe le même jour que le sien. Coïncidence extraordinaire? Pas précisément. Les probabilités que dans un groupe de 23 personnes choisies au hasard, 2 au moins soient nées le même jour sont supérieures à 50%. De nombreux phénomènes de coïncidence qui nous laissent pensifs sont donc imaginés et construits pour nous, par nous, pour nous, beau lapsus, hein, pour nous, en toute bonne foi, mais ils n'ont pas de réalité. Je me souviens de mon heureuse surprise lorsque je m'aperçus, adolescent amoureux,
que la marque du vélo de la fille qui sortait avec moi pour la première fois était la même que la marque de mon vélo. Cela me fit l'effet d'une coïncidence merveilleuse, d'un signe du destin, d'un lien secret. Aujourd'hui, je ris de cette coïncidence, mais à l'époque, j'aurais juré qu'elle contenait un mystérieux message. En fait, dans le domaine de la philosophie des sciences, certains de nos contemporains, ceux qu'on appelle les gnostiques de Princeton, sont étonnamment d'accord avec l'idée qui est au cœur de toute technique divinatoire, puisqu'ils reconstruisent les fondements de la gnoséologie sur une vision du monde qui comprend des éléments empruntés au bouddhisme et au taoïsme. Les gnostiques de Princeton préfèrent parler de vision orientale. Citation. Plus nous pénétrons dans le domaine inframicroscopique et plus nous réalisons que le physicien moderne, comme le mystique oriental, en est arrivé à comprendre le monde comme un système composé d'éléments indivisibles et interdépendants et en mouvement perpétuel, l'homme étant partie intégrante de ce système. Oui, la gnose de Princeton, c'est Raymond Ruyère. Hein? Assurément pénétrés d'une religiosité profonde, ces philosophes cherchent une synthèse explicative de l'univers que la science physico-mathématique ne peut pas donner et que la religion traditionnelle offre sous des formes éloignées de celles du New Age. Ils font souvent allusion à l'échec de la science physico-mathématique, à l'amertume de vivre dans une société injuste, la nôtre, et comme d'autres en des temps différents, se bâtissent un royaume du bien dans un extrême-orient mythique. Mais ces gnostiques reconnaissent que la façon de procéder de la science occidentale a, en définitive, fait ses preuves. Ils ne nient donc pas la science, mais tracent pour elle un autre itinéraire gnoséologique tentant de retrouver la justification des règles physico-mathématiques, Dieu géométrise, sur ce deuxième itinéraire. Il y a pourtant là une évidente erreur de méthode, car les deux procédés cognitifs, s'ils sont vraiment au nombre de deux, ne peuvent pas se mesurer l'un à l'autre ni se recouper. Ainsi, ces philosophes accueillent-ils l'idée des deux voies de connaissance, la voie rationnelle et la voie de l'intuition totale et absolue. Citation. La connaissance rationnelle dérive de l'expérience que nous avons des objets et des événements dans notre environnement quotidien. Elle appartient au domaine de l'intellect dont la fonction est de distinguer, diviser, comparer, mesurer et catégoriser. De cette façon est produit un monde de distinction intellectuelle, d'éléments opposés qui n'existent qu'en relation avec les autres, raison pour laquelle les bouddhistes appellent ce type de connaissance relative. Fin de la citation. À côté de celle-ci, il y a une connaissance totale de type mystique, incommunicable par des mots. Cette connaissance est celle de l'essence absolue du monde. Citation. La connaissance absolue est par conséquent une approche entièrement non intellectuelle de la réalité, une expérience surgissant dans un état de conscience non ordinaire qui peut être appelé état méditatif ou mystique. L'existence d'un tel état de conscience n'a pas été seulement prouvée par de nombreux mystiques en Orient comme en Occident, mais aussi révélée par la recherche psychologique. Selon William James, citation, « Notre état normal de conscience éveillée, la conscience rationnelle comme nous la nommons, n'est rien d'autre qu'un type particulier de connaissance, de conscience, parlant de là séparé d'elle, parlant de là et séparé d'elle par les plus transparents des écrans, se trouvent des formes potentielles de conscience entièrement différentes. »
Fin de citation. En fait, deux tendances principales divisent les hommes de science qui se réclament du New Age. Le gnosticisme et le bouddhisme zen. Celui-ci s'est répandu dans des milieux assez variés grâce aussi au travail de divulgation effectué de manière attirante par Carl Gustav Jung et d'autres psychanalystes, par des analystes du langage comme Wittgenstein, par des scientifiques un peu rêveurs comme Hofstadter. Aux États-Unis, c'est la pensée de l'école Rinzai qui cherche la compréhension au moyen de brèves énigmes, plutôt que celle de l'école Soto, la plus orthodoxe au Japon, héritière d'une spiritualité profonde qui a eu le plus de succès. En revanche, les scientifiques gnostiques sont de véritables panthéistes. Pour eux, l'esprit n'est pas distinct de la matière, mais la constitue. L'univers est dans son ensemble et dans son unité conscient de lui-même. Les molécules savent ce qu'elles font mieux que les physiciens. Mais nous laisserons de côté un problème métaphysique que le sujet un peu bizarre de ce livre ne permet que d'effleurer, nous bornant à constater que les gnostiques, aussi bien que les hommes de science influencés par le bouddhisme zen, arrivent à la même conclusion. La connaissance participative ou information par participation permet de saisir entre les phénomènes, au-delà des perceptions sensorielles interprétées dans l'optique mécaniciste, des interconnexions qui déterminent les configurations dynamiques continuellement changeantes du cosmos. Ces interconnexions sont la réalité ultime de la physique, mais aussi les mutations des hexagrammes du I Ching, ce classique de la tradition chinoise. Les mutations sont déterminées par les combinaisons des deux opposés polaires, le yin et le yang. On voit donc qu'il n'y a pas loin entre ces gnostiques et bouddhistes zen, d'une part, et la fonction des baguettes d'Achillée dont nous avons parlé, d'autre part. Mais je ne crois pas que cette théorie, nouvelle expression assurément de la soif humaine de connaître les raisons ultimes, autorise à dire que la science reconnaît la divination. Ces physiciens et mathématiciens affirment plutôt que la lecture du cosmos comme totalité ne peut pas être faite par les sciences, fidèles au paradigme mécaniciste et prises isolément, mais doit être le fruit d'une synthèse qui aborde le problème en dépassant les questions spécifiques et les procédures techniques. Cela n'est autre que ce que Gabriel Marcel nommait le mystère. La question ultime pour répondre à laquelle nous ne connaissons pas de procédure, sinon la foi. Ouais. Alors c'est donc tiré de ce petit livre étonnant, La divination informatique, livre publié en 1993. Alors vous présumez bien que en ce domaine, les expériences se sont multipliées à l'infini. La cybernétique et la divination, un couple qui, par ailleurs, semble assez improbable, mais qui doit être fichtrement porteur au niveau espérance artificielle et au niveau aussi vecteur de richesse, producteur de richesse pour ceux qui en établiront les vecteurs. Alors on imagine sans peine des machines de plus en plus sophistiquées s'avançant dans les hypothèses de prédiction, dressant des cartes du ciel de plus en plus chargées
Et sans doute, dans un avenir proche, si ce n'est déjà fait, les astrologues, à l'instar des langues humaines, quelles qu'elles soient, seront relégués à l'ordre ancien de l'espèce humaine et où le langage, la poésie, la littérature, bon, la littérature pourra conserver ses zones d'ombre si nécessaire. Mais j'ai été, je vais conclure là-dessus, en fin de compte, j'aurais envie de vous dire que le vrai sujet de cette vidéo, ce n'est pas tant ce petit livre dont je vous ai lu quelques extraits en expliquant, bon, c'est assez court hein, concernant les explications sur la synchronicité de Carl Gustav Jung. Jung bon, est évoqué en conclusion Gabriel Marcel et Wittgenstein et tout ça, mais ce qu'il faut retenir, je pense, en tout cas moi ce que je retiens, c'est Michel C. Del Rey. Alors, est-ce que c'est... Non, ce n'est pas un autre Serge Dumartin. On attend toujours, hein? Mais ça va finir, je vous le dis, moi. J'ai commis beaucoup de vidéos, vous le savez, hein? Il y a mon ami Michael qui a fait le compte avant hier. C'est beaucoup, quand même. Ouais, c'est beaucoup. Et certaines d'entre elles, bon, j'avançais des choses ou encore les informations que je livrais étaient trop parcellaires ou par trop approximatives, mais il m'est arrivé de recevoir des courriels, traduction des emails, me disant que oui, non, ça c'est pas exactement comme ça, ou parfois même des coups de téléphone en provenance d'Europe me remerciant d'avoir parlé de cet auteur-là dont en fait, en fait, la quasi-totalité des auteurs sont totalement méconnus. Et ça, je vous dirais, c'est quasiment une sorte d'enchantement pour moi de voir cette inimaginable masse de, de matières premières, de papier. Et il y a une dame, aujourd'hui, je conclue là-dessus, qui est une amie de la librairie qui me disait, vous avez de la chance, vous passez vos journées avec des amoureux des livres. Je lui disais, c'est quand je me retrouve... en fait, c'est vrai, je passe mes journées entières avec des passionnés du livre. C'est quand je sors de mon bocal et que je m'aventure dans le... Je vais dire le vaste monde, mais en fait c'est un monde beaucoup plus rétréci parce qu'en fait, c'est tellement... En fait, la mondialisation a amené l'uniformisation, en fait. Hein. Tout le monde lit le même livre en même temps. Tout le monde écoute la même télésérie en même temps. On voyage dans des hôtels qui sont pareils. En fait, on retrouve le même partout. Alors on se demande, je vous ai raconté cette anecdote-là d'une grande amie, une grande voyageuse, qui me disait, qui me blâmait pas de ne pas être un voyageur. Moi, je ne voyage pas. C'est le livre qui voyage autour de moi. Moi, je suis le pivot central et les livres voyagent autour de moi. Le seul pays que j'aime visiter, hein, c'est fou, ben, c'est la France. C'est un pays, pour moi, c'est un pays inimaginable. Alors voilà, c'est le seul pays, je l'ai dit souvent, je vais le répéter. On me dit, ouais, pourquoi tu vas pas en Espagne? Pourquoi les pays limitrophes, l'Italie? Ah, l'Italie, ouais, peut-être. Mais la France, ouais. Et cet ami-là me disait, ah, tu te rends compte, je vous parle de ça justement à l'époque de ce livre-là, 1993, ou peut-être un petit peu après. Elle me dit, elle est allée en Chine, elle est allée dans les territoires, là, dans la Chine, loin des grands centres. Et elle avait pris le train. Elle me dit, tu te rends compte, dans le train, il y avait une chanson de Céline Dion qui jouait. Alors, moi, de répliquer, ben, tu comprends pourquoi je voyage pas. Aller en Chine, puis écouter Céline Dion, ça, c'est au-dessus de mes forces. Comment faire pour éviter Céline Dion, n'est-ce pas? Alors, comment faire pour éviter toute cette uniformisation-là? Alors, oui, donc, et la figure du lecteur, en fait, en plus, dans mon cas,
J'adore lire des auteurs inconnus, j'adore lire des auteurs obscurs, vous aussi d'ailleurs, vous en faites la preuve, et quotidiennement presque. Eh bien, pour moi, certaines lectures, comme on a pu le voir dans les dernières années, plus récentes, là, Ferrante, par exemple, ou bien des années avant le millénium, ce sont des activités, c'est lire en commun. Hein. D'ailleurs, le site de l'Association des libraires du Québec qui propose des lectures et des conférences sur le web et sur d'autres plateformes. Lire en cœur. Alors, voyez, lire en cœur, moi j'entends lacanien de bas étage, j'entends les rancœurs, les rancœurs. Alors, lire en cœur, ça dit bien l'exercice collectif, mais pour moi, l'expérience, et pour vous aussi, l'expérience radicale de la lecture, c'est celle de quelqu'un, c'est celle de quelqu'un qui est totalement investi dans sa passion et qui va littéralement à l'encontre des courants dominants. Ça, je vous dirais, un lecteur formé, il n'a pas besoin qu'on lui dise quoi lire, n'est-ce pas? Il peut partager sa passion davantage que ses connaissances, n'est-ce pas? Ce qui est mon cas. Moi, je me considère davantage comme quelqu'un qui offre euh, l'objet de sa passion. Parce que c'est ça aussi la question. C'est là, je pourrais vous parler, demain, je parlerai peut-être de ça, là, que la commission jeunesse du Parti au pouvoir au Québec, la CAQ, se propose d'offrir aux étudiants du secondaire et du collégial, du cégep, autrement dit, se propose d'offrir un corpus d'œuvres dûment reconnues par des experts, mais que tout le monde ait accès au même bagage, quelques titres d'auteurs québécois. Et il y a eu des réactions pour, il y a eu des réactions qui se sont contre. Moi, ce que j'ai retenu surtout, c'est qu'au fond, ça part de... disons que c'est une bonne raison, d'accord, d'offrir un héritage commun à, à l'ensemble des étudiants québécois, mais aussi, vu le contexte je dirais, où la littérature est à la fois l'objet d'attaques à l'intérieur des institutions, littéralement. Des livres sont mis à l'index. Et, et c'est curieux parce que, à la fois avec cette montée d'une sorte d'intolérance, il y a une perte au niveau du langage. Alors, les deux agissent de manière concomitante. À la fois, il y a une traque qui est à l'œuvre, devant des œuvres jugées irrespectueuses, et dont aussi, c'est ça ce mot affreux que moi je répugne à utiliser, la littératie. Alors bon. Alors la littératie suppose qu'un étudiant à l'université, on n'a pas besoin de lui expliquer que certaines œuvres doivent être contextualisées. Bon. Mais la contextualisation ne suffit pas. Ces œuvres-là doivent être rejetées, doivent être expurgées du corpus universitaire. Et dans le même élan, le vocabulaire s'appauvrit, la langue elle-même s'appauvrit. La structure de la langue. Ici au Québec, c'est plus compliqué parce que on baigne dans l'acte de parler français, c'est plus qu'un acte de résistance. C'est un acte c'est un combat.
D'accord? Alors, c'est un combat. Et toujours un Québécois qui écrit ou qui parle comme moi, il se demande toujours est-ce que ça se dit? Est-ce que ça se dit dans le français normé? En québécois, ça se dit très bien. Mais est-ce que ça se dit dans un français normé? Alors ça, on doit jongler avec ça. Alors ça aussi, on subit ça aussi. Mais bon, alors, alors, mais on imagine donc, pour revenir, alors, des œuvres, quelques-unes qui ont fait consensus au sein des experts, qui seront-ils? Eh bien, ça va éviter, parce qu'au cégep, au secondaire et au cégep, au collégial, les profs ont toute l'attitude pour offrir leur choix de lecture. Et ça, avec cette atmosphère de plus en plus policière, eh bien, d'une certaine manière, la bonne raison, oui, on offre un bagage commun à tout le monde et on permet, en tout cas selon le vœu de cette commission, d'offrir le même héritage à tout le monde. Que la question de la transmission se révèle être la plus centrale de leur argumentation. Mais, moi, ce que j'entends aussi, c'est uniformisation, perte de la singularité, perte aussi de la possibilité que chaque professeur puisse offrir d'une certaine manière ce qu'il a de mieux, Alors, on imagine déjà, en fait, cette uniformisation pour le bien commun, n'est-ce pas, va nous être proposé à nouveau comme un progrès, sans voir que, au fond, dans cette forêt de milliers de livres, eh bien, un tout petit nombre sera retenu et proposé à la multitude. Alors, et ça part de bonnes intentions, mais on peut imaginer aussi que beaucoup de bureaucrates qui sont les administrateurs de ce ministère de l'Éducation pourront être soulagés finalement de voir qu'il n'y aura pas de profs qui vont s'aventurer en offrant en offrant à l'étude des ouvrages qui peuvent être sujets à caution ou à polémique. On l'a vu il y a quelques années, Agatha Christophe, le grand cahier par exemple, avait été dénoncé par une association de parents jugeant le livre indécent, obscène, et, à ne pas mettre entre les mains. Alors, si on commence, là, mais avec tout ça, avec la censure, avec les procès faits aux auteurs, alors, et tout ça avec les bonnes raisons, hein. Ouais, protéger les uns, protéger les autres. Ben, là, la question de la transmission d'un patrimoine culturel commun. Bon. Et aussi, dans le cas de la commission, de cette commission-là, il y a la visée politico-nationaliste. Alors, on comprend bien le parti au pouvoir, le premier ministre, à sa tête, est un ancien indépendantiste. Et aujourd'hui, ben, il faut quand même le dire, mais c'est pas de sa faute. Il a retourné sa veste parce que les Québécois n'en veulent pas de l'indépendance. Alors, c'est pas lui qui... Lui, il a fait que s'adapter, n'est-ce pas? Alors, comme on dit, c'est une autre histoire. Alors, c'est cette position-là, en tout cas, ultra défensive, ne me plaît pas. Je ne vois pas la culture comme un acte de résistance pour ma part. Je ne vois pas ça comme ça. Je ne vois pas ça comme ça du tout, du tout. Bon, de toute façon, après 44 minutes, vidéo un peu étrange, à partir de la divination informatique, je parle d'un livre qui n'est pas à jour, assurément. L'auteur Michel C. Del Rey, qui est, au fond, le vrai sujet de cette vidéo-là. On va commencer à réfléchir, on va commencer à voir, mais j'ai pratiquement rien trouvé.
Et ça, c'est curieux, c'est curieux. Alors, si c'est vrai que, bon, ben peut-être, a-t-il été condamné? Est-ce que là... Et puis c'est étonnant qu'il n'y ait pas de fiche Wikipédia, à moins que j'ai mal cherché, ce qui arrive, hein, des fois. Mais, il me semble, j'ai essayé, j'ai enlevé le C, j'ai enlevé le E à Michel. J'ai essayé toutes sortes de combinaisons pour voir comment on pouvait le retrouver, ce juriste important, semble-t-il, en Italie. Que dalle, en tout cas. En tout cas, mes recherches se sont avérées vaines. Merci, bonsoir, bonne nuit et à demain.